Le jour de mes 18 ans, mon père m'a jeté un billet de $50 et m'a dit « Sors ». J'ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. Il pensait que c'était l'insulte suprême. J'ai ramassé le billet, j'ai souri et je lui ai tendu une enveloppe scellée que je gardais depuis des années. Je sais, ai-je dit. Et mon vrai père attend dehors. Il a regardé par la fenêtre et son visage est devenu gris. Je m'appelle Athéna Anderson et j'ai 18 ans. Le jour de mon anniversaire, l'homme qui m'a élevé m'a jeté un billet de $50 au visage et m'a dit de sortir parce qu'il avait fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. Il avait attendu 18 ans pour ce moment. 18 ans de silence froid, de récitals manqués et d'insultes murmurées quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Il croyait que $50 et une porte claquée seraient la fin de mon histoire. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Avant de nous lancer, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore avoir des nouvelles de vous tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pour comprendre ce qui s'est passé le jour de mes 18 ans, je dois vous ramener 10 ans en arrière, à la première fois où j'ai réalisé que je n'étais pas comme les autres enfants de ma famille. J'avais 8 ans. C'était le récital de printemps à l'école primaire de Highlands Ranch, et j'avais répété, pour Élise, pendant 3 mois d'affilée. Mes doigts connaissaient chaque note par cœur. Ma mère, Linda, était assise au premier rang, son téléphone à la main, enregistrant chaque seconde. Elle portait sa robe bleue préférée, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Le siège à côté d'elle était vide. Richard avait une réunion de dernière minute. C'est ce que maman m'a dit quand je lui ai demandé où il était. Mais même à 8 ans, j'avais remarqué qu'il n'avait jamais de réunion de dernière minute quand Tyler avait ses matchs de football. Tyler avait 4 ans à l'époque, et Richard assistait à chaque match, même ceux où mon petit frère se contentait de cueillir des pissenlits sur le terrain au lieu de jouer. Après le récital, j'ai retrouvé maman dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, mais elle a souri et m'a dit que j'avais été merveilleuse. « Pourquoi papa ne vient jamais à mes événements ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste serré plus fort que d'habitude. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis descendu à pas de loup pour boire de l'eau et j'ai entendu des voix dans la cuisine. Richard et maman. Ils ne savaient pas que j'écoutais. Je t'ai dit que je ne peux pas faire semblant éternellement, a dit Richard. Chaque fois que je la regarde, je vois l'erreur que tu as commise. C'est une enfant, Richard. Elle est innocente dans tout ça. Elle n'est pas mon enfant. Elle ne l'a jamais été. Et le jour où elle aura 18 ans, elle sera hors de cette maison. Je ne comprenais pas ce que signifiait « erreur » à l'époque. Je ne savais pas pourquoi Richard me regardait différemment de Tyler. Mais j'ai compris une chose clairement. Quel que soit mon problème, il faisait pleurer ma mère. Je suis retourné au lit sans mon verre d'eau et j'ai commencé à compter. Non pas les jours jusqu'à ce que je puisse partir, mais les jours jusqu'à ce que je puisse comprendre pourquoi je n'étais jamais assez bien. La différence entre Tyler et moi n'était pas seulement émotionnelle. Elle était financière. Et à 16 ans, j'avais les reçus pour le prouver. C'était en septembre de ma première année de lycée. L'inscription au SAT était due et j'avais besoin de 2 cents. 150 pour le test, 50 pour les livres de préparation. J'ai abordé Richard dans son bureau à domicile où il était assis, examinant des feuilles de calcul pour Mersey Holloway Property, la société immobilière commerciale où il occupait le poste de vice-président du développement commercial. J'ai besoin d'argent pour le SAT, ai-je dit. Droit au but. J'avais appris des années auparavant que Richard préférait l'efficacité aux amabilités. Il n'a pas levé les yeux. Trouve un travail. La date limite d'inscription est dans 2 semaines. Je n'ai pas le temps de. Tyler a besoin de nouvelles chaussures de football. Les bonnes coûtent $350. Je ne peux pas jeter de l'argent sur tout le monde. $350 pour des chaussures de football pour un garçon de 14 ans qui serait trop petit en 6 mois. Mais $200 pour mon examen d'entrée à l'université, c'était jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai trouvé un travail dans un café appelé Broad Awakening, à 3 pâtés de maison de l'école. Salaire minimum, 15 heures par semaine. Il m'a fallu 3 mois pour économiser assez pour le SAT et les livres, tout en couvrant ma propre facture de téléphone parce que Richard m'avait retiré du forfait familial quand j'ai eu 15 ans. Tyler, pendant ce temps, recevait un nouvel iPhone chaque mois de septembre, le dernier modèle.
Sans poser de questions. Quand mes résultats du SAT sont arrivés, 1480 sur 1600, 96e percentile, j'ai laissé le rapport sur le comptoir de la cuisine où tout le monde pouvait le voir. Personne ne l'a mentionné. Ni Richard. Ni Karen, sa seconde femme. Pas même Tyler, qui ne comprenait probablement pas ce que les chiffres signifiaient. Maman aurait été fière. Elle était partie depuis 4 ans, emportée par un cancer du sein quand j'avais 12 ans. Mais j'aime à penser qu'elle regardait d'une manière ou d'une autre. Je n'ai plus demandé d'argent à Richard après ça. Si je devais construire mon avenir seul, je le ferais. Mais j'ai aussi tenu un registre de chaque disparité, de chaque affront, de chaque dollar qui allait à Tyler au lieu de moi. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce registre deviendrait important plus tard. Ma mère est décédée un mardi de novembre. Elle avait 41 ans. J'en avais 12. Le cancer avait été agressif, 14 mois entre le diagnostic et la fin. J'ai passé la majeure partie de cette année assise à côté de son lit d'hôpital, lisant à haute voix ses livres préférés pendant que les machines émettaient leur rythme régulier. 3 jours avant son décès, maman a demandé aux infirmières de nous laisser seuls. Elle était faible, sa voix à peine un murmure, mais sa poigne sur ma main était étonnamment forte. Il y a une lettre, a-t-elle dit. Dans ma boîte à bijoux, celle avec les roses sur le couvercle. Je connaissais la boîte. Elle était sur sa commode, remplie de bijoux qu'elle ne portait plus. Un collier de perles de sa mère, un bracelet en argent de sa remise de diplôme universitaire. Ne l'ouvre pas avant tes 16 ans, a-t-elle poursuivi. Promets-le-moi, Athéna, 16 ans. Pourquoi 16 ans? Parce que tu seras assez grande pour comprendre et assez forte pour le supporter. J'ai promis. Je ne savais pas ce que je promettais, mais j'aurais accepté tout ce qu'elle demandait. Elle est morte 3 jours plus tard, alors que je lui tenais la main et que Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre. 11 mois après les funérailles, Richard a épousé Karen. C'était une agente immobilière qu'il avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise, blonde, soignée, désireuse de jouer le rôle de Madame Mercé. Le premier acte de Karen en tant que belle-mère fut de réorganiser la maison. Les vêtements de maman sont allés à des œuvres de charité. Ses livres ont été mis en entrepôt. Sa boîte à bijoux a failli aller au grenier. Mais je l'ai attrapée avant. C'est à moi, ai-je dit, la serrant contre ma poitrine. Karen a regardé Richard. Il a haussé les épaules. Laisse-la la garder. Ce ne sont que des babioles. J'ai caché la boîte au fond de mon placard, derrière des manteaux d'hiver que j'avais dépassés. Et j'ai attendu 4 ans. C'est le temps que j'ai tenu ma promesse. Je n'avais aucune idée que cette lettre changerait tout. Le jour de mes 16 ans, j'ai ouvert la boîte à bijoux. C'était un samedi matin. Karen avait emmené Tyler à un tournoi de football à Colorado Springs. Richard était sur le terrain de golf, au Cherry Hills Country Club, où il passait la plupart de ses week-ends à prétendre être plus important qu'il ne l'était. Je me suis assise sur mon lit avec la boîte couverte de roses sur mes genoux. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle et j'ai trouvé l'enveloppe glissée sous un collier de perles. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de maman. Athéna. La lettre faisait 3 pages, écrite sur son papier à lettres personnelles, datée du 15 août 2019, 2 mois avant son diagnostic. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne fassent leur chemin. Ma chère Athéna, si tu lis ceci, je suis partie et tu es assez grande pour connaître la vérité. Richard n'est pas ton père biologique. Avant de l'épouser, j'ai eu une brève relation avec un homme nommé Marcus Holloway. Elle a pris fin quand il s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que j'étais enceinte qu'après son départ. Richard me courtisait à l'époque, et j'ai pris une décision que j'ai regrettée depuis. Je l'ai épousée et je l'ai laissé croire que tu étais sa fille. Il l'a découvert quand tu avais 3 ans. Il a trouvé un test ADN que j'avais caché. Il connaît la vérité depuis 15 ans, Athéna. Il a choisi de garder le silence parce qu'il ne voulait pas l'embarras d'admettre que sa femme avait été avec un autre homme. Je suis désolé de ne te l'avoir jamais dit. J'avais peur de te perdre, mais tu mérites de savoir qui tu es. Marcus n'a jamais su pour toi. Ce n'était pas juste pour lui non plus. Cette lettre a été notariée et déposée auprès de mon avocate, Eleanor Vance, chez Vance & Associates. Elle a pour instruction de t'aider si tu en as besoin. Tu n'es pas une erreur, Athéna. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite et ton vrai père mérite de savoir que tu existes. Tout mon amour pour toujours,
maman. Je suis restée assise là pendant 1 heure, lisant la lettre encore et encore. Tout prenait enfin un sens et rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit-là, j'ai tapé « Marcus Holloway Denver » dans Google. Les résultats étaient écrasants. Marcus Holloway, président-directeur général et cofondateur de Holloway Capital Partners, un fonds de capital investissement spécialisé dans l'immobilier commercial et les énergies renouvelables. Actifs sous gestion, 2,3 milliards de dollars. J'ai regardé le mot « milliard » avec un M. Il y avait des photos. Un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux bleus vifs, de la même teinte que les miens. Il portait des costumes sur mesure sur la plupart des photos, debout à des podiums ou serrant la main de gouverneurs et de maires. Mais le détail qui a fait s'arrêter mon cœur était enfoui dans un article du Denver Business Journal de mars 2022. Holloway Capital continue de dominer le marché de l'immobilier commercial du Colorado, surenchérissant sur des concurrents plus petits dans au moins 7 transactions majeures au cours de la dernière décennie. L'article nommait l'un de ses plus petits concurrents, Mercer Holloway Property. J'ai presque ri. La société pour laquelle Richard travaillait portait le nom de Holloway parce que Marcus en avait été cofondateur 20 ans plus tôt. Ils s'étaient séparés suite à un différend commercial et Marcus avait ensuite bâti un empire tandis que Richard était resté vice-président de la firme qu'ils avaient fondée ensemble. Richard détestait Marcus Holloway. Je l'avais entendu se plaindre de cet « enfoiré arrogant » lors de dîner, blâmant Marcus pour chaque affaire qui tombait à l'eau, chaque contrat perdu au profit d'un enchérisseur plus élevé. Et maintenant je savais pourquoi Richard me regardait avec un tel mépris. Chaque fois qu'il voyait mon visage, il voyait l'homme qu'il avait battu en tout. En affaires, en succès, et apparemment dans le cœur de ma mère. La question était maintenant simple. Est-ce que Marcus Holloway voulait savoir que j'existais? J'ai attendu 6 mois avant de le contacter. Je devais être stratégique. En septembre de ma dernière année de lycée, j'ai écrit une lettre à Marcus Holloway. Pas un courriel, une lettre physique envoyée au siège de Holloway Capital Partners dans le centre-ville de Denver. J'ai inclus une copie de la lettre de maman et une simple demande, un test ADN indépendant pour confirmer la vérité. 2 semaines passèrent, puis 3. Je vérifiais la boîte aux lettres tous les jours, l'estomac noué par un mélange d'espoir et de crainte. Le 18e jour, une réponse est arrivée, non pas de Marcus directement, mais de son avocat. La lettre était brève et professionnelle. Monsieur Holloway était disposé à se soumettre à un test ADN au laboratoire GenTrust, un établissement certifié. Un rendez-vous avait été fixé pour le 15 octobre. Le test a duré 5 minutes, un prélèvement buccal, quelques papiers, une promesse que les résultats arriveraient dans les 2 semaines. Le 8 novembre, j'ai reçu le rapport. Numéro de cas jeté 2023 8 heures du matin. Probabilité de paternité, 99,97%. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec un indicatif régional de Denver. Athéna. La voix était profonde, mesurée. C'est Marcus Holloway. Je viens de recevoir les résultats. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement nouée. Je ne savais pas pour toi, a-t-il poursuivi. Ta mère ne me l'a jamais dit, mais maintenant que je sais, je ne vais nulle part. Je te le promets. Je l'ai cru. Le 15 mars est arrivé, froid et gris, le ciel lourd de nuages qui ne pouvaient décider s'il allait pleuvoir ou neiger. Je me suis réveillé à 6h47, 13 minutes avant mon réveil. Un instant, je suis resté immobile, fixant le plafond de la chambre dans laquelle j'avais dormi pendant 18 ans. Les murs étaient nus maintenant. J'avais enlevé les affiches et les photos des semaines auparavant, les emballant dans des boîtes qui attendaient dans un coin, prêtes à partir. Aujourd'hui était le jour. Je le sentais dans mes os. J'ai pris une douche, je me suis habillé d'un jean et d'un pull bleu marine, et je suis descendu. La cuisine sentait le café et le pain grillé. Karen se tenait au comptoir, faisant défiler son téléphone. Tyler était assis à table, enfournant des céréales dans sa bouche tout en regardant quelque chose sur son iPad. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. Pas de « joyeux anniversaire », pas de carte, pas de gâteau. Je ne m'attendais à rien de tout cela, mais l'absence piquait quand même. Richard était assis en bout de table, lisant le Denver Post. Il ne m'a pas reconnu non plus, mais j'ai remarqué que sa mâchoire était serrée, ses épaules rigides. Il attendait ce jour depuis des années. Je me suis versé un verre de jus d'orange et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle était là,
Une Mercedes classe S noire garée au coin de notre rue, juste visible à travers les branches nues du chêne de notre jardin. Marcus était déjà là, attendant. L'enveloppe dans la poche de ma veste semblait plus lourde que du papier. À l'intérieur se trouvaient les résultats ADN, une copie de la lettre de maman et une photo de Marcus et moi prise il y a 2 mois dans un café du centre-ville. La première fois que nous nous étions rencontrés en personne. J'ai pris une lente respiration. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. Richard a plié son journal et m'a regardé pour la première fois ce matin-là. Nous devons parler, a-t-il dit. Richard a sorti de son portefeuille un billet de 50 $. Il ne me l'a pas tendu. Il l'a jeté. Le billet a atterri sur la table devant moi, à côté de mon jus d'orange intact. Tu as 18 ans maintenant, a-t-il dit. J'ai fini. J'ai fixé le billet de 50. Le visage d'Ulysses Grant me regardait, indifférent. Excuse-moi. Tu m'as entendu. La voix de Richard était plate, répétée. Il avait pratiqué ce discours. J'ai rempli mon obligation légale. Tu es une adulte. Sors. Karen a posé son téléphone. Richard, peut-être devrions-nous. Reste en dehors de ça. Il ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur les miens, remplis de 18 ans de ressentiment. Je sais depuis que tu as 3 ans. Tu n'es pas ma fille. Tu ne l'as jamais été. Je ne t'ai gardé que parce que ta mère m'en a supplié et parce que je ne voulais pas que les gens posent des questions. Tyler a finalement levé les yeux de son iPad. La bouche bée. Les céréales oubliées. Mais Linda est partie maintenant, a poursuivi Richard. Et je ne paierai plus pour l'erreur d'un autre homme. L'erreur d'un autre homme. Les mêmes mots que j'avais entendus quand j'avais 8 ans. J'ai ramassé le billet de 50 $ lentement, délibérément. Je ne voulais pas que Richard voie mes mains trembler. Tu penses que c'est une insulte, ai-je dit. C'est plus que ce que tu mérites. J'ai presque souri. Presque. Je sais, ai-je dit. Je le sais depuis 2 ans. L'expression de Richard a vacillé. Confusion, puis suspicion. J'ai sorti l'enveloppe de la poche de ma veste. Je l'ai posée sur la table juste devant lui. Ouvre-la. Il a hésité, puis a déchiré l'enveloppe. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait les résultats ADN, qu'il reconnaissait l'écriture de maman sur la lettre, tandis que la couleur quittait ses joues. Et mon vrai père, ai-je dit, attend dehors. La tête de Richard s'est tournée brusquement vers la fenêtre. La Mercedes noire, la portière du conducteur s'ouvrant. Un homme grand aux cheveux argentés descendant sur le trottoir. Marcus Holloway. Le visage de Richard est devenu gris. Non, a-t-il murmuré. Non, non, non. J'ai regardé Richard regarder Marcus. L'homme qui m'avait tourmenté pendant 18 ans, qui m'avait fait me sentir sans valeur, indésirable, invisible, était figé sur place. Sa main serrait le rapport ADN si fort que le papier se froissait sur les bords. Marcus a remonté notre allée avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Il portait un pardessus anthracite et des gants de cuir. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés malgré le vent de mars. C'est impossible, a soufflé Richard. Toi et lui, Linda est. Il n'a pas pu finir la phrase. Avant toi, ai-je dit. Avant même qu'elle ne sache que tu existais. Karen était devenue pâle. Elle regardait entre Richard et la fenêtre, essayant de reconstituer ce qui se passait. Tyler avait complètement abandonné son iPad, son apathie d'adolescent remplacée par un choc aux yeux écarquillés. Tu as planifié ça? La voix de Richard s'est brisée. Tu planifies ça depuis 2 ans, ai-je confirmé. Depuis que j'ai trouvé la lettre de maman. Depuis que j'ai appris que tu savais la vérité et que tu m'as puni pour ça quand même. La sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Elle a sonné de nouveau. Je vais ouvrir, ai-je dit. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, le cœur battant, mais mes pas étaient fermes. Je sentais les yeux de Richard me brûler le dos. Je pouvais entendre Karen murmurer quelque chose de frénétique, essayant probablement de comprendre comment cela affecterait son statut social. J'ai ouvert la porte. Marcus Holloway se tenait sur le porche, ses yeux bleus, mes yeux, rencontrant les miens. Prête, a-t-il demandé. Prête. Je me suis retourné pour regarder Richard une dernière fois. Il était toujours debout à la table de la cuisine,
le billet de 50 $ oublié sur le sol. Au revoir, Richard. Marcus n'a pas attendu d'invitation. Il est passé devant moi pour entrer dans le hall, sa présence remplissant l'espace d'une manière que Richard n'aurait jamais pu. Richard. La voix de Marcus était calme, presque agréable. Ça fait un moment. Richard a retrouvé son aplomb. Sors de ma maison. Je suis ici pour récupérer ma fille. Celle que tu viens de mettre à la porte avec un billet de 50 $. Marcus a jeté un coup d'œil à l'argent froissé sur le sol. Généreux de ta part. Elle n'est pas ta. Richard s'est arrêté. Les résultats ADN étaient toujours dans sa main. La preuve indéniable. 99,97%, a dit Marcus. Les laboratoires GenTrust ne font pas d'erreur. Apparemment, Linda non plus quand elle a choisi de ne pas me le dire. Karen a finalement parlé. Richard, qui est cet homme? Marcus Holloway. Richard a craché le nom comme du poison. Mon ancien partenaire commercial, celui qui sabote mes affaires depuis des années. Saboter? Marcus a haussé un sourcil. Je crois que le mot que tu cherches est de surperformer. Il y a une différence. Je me tenais près de la porte, observant la confrontation se dérouler. Une partie de moi voulait intervenir, mais une plus grande partie comprenait que ce moment ne me concernait pas. Il s'agissait pour Richard de faire face aux conséquences de sa cruauté. Tu penses avoir gagné quelque chose? Richard s'est approché de Marcus, les poings serrés. La prendre ne change rien. Elle reste l'erreur de Linda. Elle reste. Fais attention. La voix de Marcus a baissé, perdant son vernis agréable. C'est de ma fille que tu parles. Et j'ai passé les 6 derniers mois à apprendre exactement comment tu l'as traitée. Les mots flottaient dans l'air. Je sais pour l'argent du SAT que tu as refusé, a poursuivi Marcus. Le forfait téléphonique que tu as coupé, le fonds en fiducie que tu as vidé, tout ça. Le visage de Richard est passé du gris au blanc. Comment? Peu importe comment. Ce qui importe, c'est que tout ce que tu as fait à Athéna aura des conséquences, à partir d'aujourd'hui. Marcus a sorti un dossier manie de son manteau. Il l'a posé sur le comptoir de la cuisine, juste devant Karen, qui a tressailli comme s'il pouvait la mordre. Linda a laissé un fonds en fiducie à Athéna, a dit Marcus. 180 000 $ à gérer par son tuteur légal jusqu'à ses 18 ans. Il a ouvert le dossier. Ce tuteur, c'était toi, Richard. La mâchoire de Richard s'est crispée. J'avais tout à fait le droit d'accéder à ces fonds. Élever un enfant coûte cher. Vraiment? Marcus a sorti une feuille de calcul. Des relevés bancaires surlignés et annotés. Selon ces registres, tu as retiré 47 000 $ au cours des 5 dernières années pour les frais d'éducation des enfants. Il m'a regardé. Athéna, est-ce que Richard a payé pour ton inscription au SAT? Non. Ta facture de téléphone? Non. Fourniture scolaire, vêtements, activités extrascolaires? J'ai tout payé moi-même avec l'argent que j'ai gagné en travaillant dans un café. Marcus s'est retourné vers Richard. Alors, où sont passés les 47 000 $? Silence. Les yeux de Karen se sont portés sur la feuille de calcul. J'ai vu son expression changer. Pas de la culpabilité exactement, mais de la reconnaissance. Elle savait où cet argent était allé. Les camps de football de Tyler, l'entraînement privé de Tyler, le défilé sans fin de nouveaux appareils électroniques de Tyler. C'est du détournement de fonds, a dit Marcus tranquillement. Selon la loi du Colorado, un fiduciaire qui détourne des fonds peut être tenu personnellement responsable, plus les intérêts, plus les frais de justice. Tu ne peux pas prouver. Je l'ai déjà fait. Marcus a tapoté le dossier. Mon avocate, Eleanor Vance, examine ces registres depuis des mois. La même Eleanor Vance que ta femme, Linda, a engagé pour protéger les intérêts d'Athéna avant de mourir. Richard avait l'air d'avoir la nausée. Nous en discuterons davantage, a dit Marcus. Après le gala. Une dernière chose. Marcus a sorti un deuxième document du dossier, un courriel imprimé avec en-tête et horodatage. Le visage de Richard est passé du blanc au vert. 12 septembre 2018. Marcus a lu à haute voix. De Richard Holloway.com. A. Son avocat personnel. Sujet,
problème d'héritage confidentiel. Il a levé le papier pour que tout le monde puisse voir. J'ai besoin de connaître mes options pour minimiser les obligations d'héritage envers un enfant qui n'est pas biologiquement le mien. Plus précisément, puis-je l'exclure de mon testament sans divulguer la raison? Et qu'advient-il du fonds en fiducie de sa mère si l'enfant est retiré du foyer avant l'âge de 18 ans? Karen a eu un hoquet de surprise. Même Tyler avait l'air perturbé. Où as-tu eu ça? La voix de Richard était à peine un murmure. Le service informatique de ton entreprise n'est pas aussi loyal que tu le penses, a dit Marcus, surtout quand on leur offre de meilleures opportunités ailleurs. Je n'étais pas au courant de ce courriel. Marcus avait mentionné qu'il rassemblait des preuves, mais je ne réalisais pas à quel point il avait creusé. Tu avais l'intention de me déshériter depuis que j'ai 12 ans, ai-je dit. Les mots sont sortis fermes, factuels, avant même que maman ne meure. Richard ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Le gala a lieu dans une semaine, a dit Marcus, remettant les documents dans le dossier. Je te suggère de passer ce temps à consulter ton avocat, car après samedi soir, toute la communauté des affaires de Denver saura exactement quel genre d'homme tu es. Il m'a tendu la main. Athéna, allons-y, j'ai jeté un dernier regard à la cuisine, à l'expression figée de Karen, à la confusion de Tyler, au sang-froid de Richard qui s'effritait. Puis je suis sorti par la porte avec mon père. Mon vrai père. L'histoire ne fait que commencer, tout le monde. Richard m'a mise à la porte en pensant qu'il avait gagné, mais il n'avait aucune idée de qui était mon vrai père. Et le meilleur, c'est que ça arrive. Dans une semaine, tous ceux que Richard a passé sa vie à essayer d'impressionner apprendront la vérité sur lui. Si vous voulez voir ce qui se passe à ce gala, cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. J'aurais dû savoir que Richard ne se laisserait pas faire tranquillement. La semaine après mon anniversaire, j'ai emménagé dans un appartement d'invité dans l'immeuble de Marcus, au centre-ville. Un gratte-ciel élégant avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ville. C'était temporaire, juste jusqu'à ce que je commence l'université à l'automne, mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète par rapport à la maison de Highlands Ranch. Pendant les premiers jours, je me suis permis de respirer. J'ai défait mes cartons. J'ai exploré le quartier. J'ai dîné avec Marcus 2 fois. Des conversations maladroites mais sincères où nous avons essayé de combler 18 ans de silence. Puis les attaques ont commencé. Le mardi 18 mars, j'ai reçu un appel de la directrice de mon lycée. Richard l'avait contacté, affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'inventais des histoires sur ma famille. Il a suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une évaluation psychologique avant la remise des diplômes. La directrice, heureusement, me connaissait assez bien pour être sceptique, mais l'appel m'a secoué. Le jeudi, un courriel est arrivé du bureau des admissions de l'Université du Colorado à Boulder. Sujet, clarification nécessaire. Chère mademoiselle Anderson, nous avons reçu des informations suggérant des incohérences dans votre demande d'aide financière. Plus précisément, des préoccupations ont été soulevées concernant votre situation familiale et votre statut de tutelle. Veuillez contacter notre bureau pour fixer un rendez-vous avant que votre inscription ne puisse être finalisée. Date limite, 1er avril. J'ai fixé le courriel pendant 10 minutes avant d'appeler Marcus. Il essaie de détruire mon avenir, ai-je dit. Il ne peut plus me faire de mal directement, alors il s'en prend à tout ce que j'ai construit. Marcus est resté silencieux un moment. Eleanor Vance s'occupera de l'université et de la directrice. Richard creuse sa propre tombe. Il ne le sait juste pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gala est samedi. Il sera là pour accepter son prix, et nous aussi. Je ne comprenais pas encore. Mais j'allais comprendre. Richard n'allait pas seulement perdre. Il allait perdre devant tous ceux qui comptaient pour lui. Le 15e gala de charité annuel de la Chambre de commerce de Denver était l'événement social de la saison printanière. J'ai appris cela de Marcus, qui me l'a expliqué lors d'un dîner le vendredi soir, la veille de l'événement. 400 invités, a-t-il dit, coupant dans son steak. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des responsables municipaux, tous ceux qui comptent dans le monde de l'immobilier commercial de Denver seront là. Et Richard, il est honoré en tant que promoteur de l'année. Le sourire de Marcus était mince. Un prix pour lequel il fait campagne depuis 2019. C'est la validation qu'il a toujours voulu, la preuve qu'il a sa place parmi l'élite de la ville. J'ai poussé ma salade dans mon assiette.
Alors, nous allons lui enlever ça? Non. Marcus a posé son couteau et sa fourchette. Nous allons le laisser se l'enlever lui-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous montrer. Le gala se tenait à l'hôtel Four Seasons du centre-ville, dans la grande salle de bal au 2e étage. Tenue de soirée, champagne, une vente aux enchères silencieuse au profit des programmes d'alphabétisation des enfants. Et Marcus Holloway était le principal sponsor, ayant fait don de $500 000 à la cause. En tant que sponsor principal, je fais le discours d'ouverture, a expliqué Marcus. J'ai environ 10 minutes sur scène avant qu'il ne commence à remettre les prix. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a tendu la main sur la table et a serré la mienne. La vérité. C'est tout. Juste la vérité. J'ai pensé à Richard, probablement chez lui en ce moment, répétant son discours de remerciement, pratiquant son sourire humble dans le miroir, imaginant les applaudissements, les poignées de main, les photos qui paraîtraient dans le Denver Business Journal. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Que devrais-je porter, ai-je demandé. Marcus a souri. Un vrai sourire cette fois, chaleureux et paternel. J'ai fait livrer quelque chose à ton appartement cet après-midi. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire. Samedi 22 mars, 19h30. La robe bleu marine était parfaite. Longue jusqu'au sol, en soie, avec un décolleté modeste, élégante sans être tape à accent grave-l'œil. Marcus avait bien choisi. Nous sommes arrivés ensemble au Four Seasons, ses mains fermement posées sur mon coude alors que nous traversions le hall doré. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les sols en marbre. Des couples bien habillés se mêlaient près du bar, leur rire résonnant contre les hauts plafonds. Je n'avais jamais assisté à quelque chose de pareil. Mon monde avait été celui des cafés et des couloirs de lycée, pas des salles de bal et des flûtes de champagne, mais j'ai gardé la tête haute et les épaules en arrière, canalisant chaque once de sang-froid que j'avais développé au cours de 18 ans de survie dans la maison de Richard. Nous sommes entrés dans la salle de bal à 19h42. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié mon téléphone pour me souvenir de chaque détail. La salle était magnifique. Des tables rondes drapées de lin blanc, des centres de table de rose blanche et d'eucalyptus, une scène à l'extrémité avec un podium et un écran immense affichant le logo de la chambre de commerce. Et là, près du bar, se tenait Richard. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Karen était à ses côtés dans une robe rouge, riant de quelque chose qu'un des investisseurs disait. Richard tenait une flûte de champagne, gesticulant largement en racontant une histoire sur une affaire récente. Puis il m'a vu. La flûte de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux sont passés de mon visage à celui de Marcus, puis de nouveau à moi. J'ai vu la couleur quitter ses joues en temps réel. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est dirigé vers nous, son expression meurtrière. « Qu'est-ce que diable vous faites ici ?» J'ai été invité, ai-je dit calmement. Mon père est le sponsor principal. Plusieurs têtes se sont tournées au mot « père ». Des téléphones sont apparus dans les mains. Quelqu'un a chuchoté. La mâchoire de Richard s'est crispée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Richard n'avait jamais été doué pour contrôler son tempérament, surtout après quelques verres. « Ton père ?» Il a ri, un son dur et laid. « Marcus Holloway n'est pas ton père. C'est un escroc qui se sert de toi pour m'atteindre. » Les gens autour de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Un cercle se formait, attiré par la promesse de drame. Richard. Karen est apparue à son coude, son visage crispé d'alarme. « Pas ici, s'il te plaît. » Il l'a repoussé. « Non. Tout le monde doit savoir ce qui se passe ici. » Il m'a pointé du doigt, son doigt tremblant de rage. « Cette fille n'est pas ma fille. Elle est le produit de l'infidélité de ma défunte femme. Une bâtarde que j'ai été forcé d'élever pendant 18 ans. » Des halètements, des murmures. J'ai vu au moins 3 téléphones se lever, les caméras pointées dans notre direction. Je lui ai donné un toit, a poursuivi Richard, sa voix s'élevant. Je l'ai nourrie. Je l'ai vêtue. Et c'est comme ça qu'elle me remercie? En se montrant ici avec lui? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Richard faisait tout le travail lui-même. C'est une menteuse et une manipulatrice, tout comme sa mère l'était. Linda m'a trompé pendant des années. Et maintenant, sa fille essaie de faire la même chose. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit.
La salle de bal était devenue silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'ai senti la main de Marcus sur mon épaule. Ferme, rassurante. As-tu fini? Ai-je demandé à Richard. Son visage était rouge maintenant, des veines visibles à ses tempes. Je ne fais que commencer. Tu penses que tu peux me ruiner? Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour ce qui pourrait être la dernière fois. Je n'ai pas besoin de te ruiner, Richard. Tu le fais très bien toi-même. Du coin de l'œil, j'ai vu Marcus se diriger vers la scène. C'était l'heure. La maîtresse de cérémonie, une femme aux cheveux argentés dans une robe à paillettes noires, a tapoté le microphone. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Il est temps de commencer notre programme. Veuillez accueillir notre sponsor principal et conférencier d'honneur, Monsieur Marcus Holloway. Des applaudissements ont rempli la salle de bal. Marcus a gravi les marches de la scène avec l'aisance d'un homme qui s'était adressé à des milliers de publics. Il a serré la main de la maîtresse de cérémonie, a ajusté le microphone et a souri à la foule. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé. Le gala de charité de la Chambre de commerce de Denver a permis de récolter plus de 12 millions de dollars pour les programmes d'alphabétisation des enfants au cours des 15 dernières années. C'est quelque chose dont nous devrions tous être fiers. Plus d'applaudissements. Richard s'était retiré à sa table, son visage toujours rouge, Karen lui murmurant des choses urgentes à l'oreille. Ce soir, je veux parler de quelque chose de personnel, a poursuivi Marcus. De la famille, des choix que nous faisons et des conséquences qui en découlent. Une vague de curiosité a traversé la foule. Ce n'était pas le discours de sponsor habituel. Il y a 20 ans, j'ai fait un choix que je regrette depuis. J'ai quitté quelqu'un que j'aimais parce que je pensais avoir de meilleures options. Je ne savais pas alors quelle portait mon enfant. Les murmures se sont intensifiés. J'ai vu des têtes se tourner, cherchant un contexte. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme remarquable. Elle avait passé 2 ans à faire des recherches sur sa propre histoire, à rassembler des preuves, à monter un dossier. Elle a fait cela non pas par vengeance, mais pour la vérité, pour le droit de savoir d'où elle venait. Marcus m'a regardé directement. Cette jeune femme est ici ce soir, et j'aimerais vous la présenter, non pas comme un secret, non pas comme un scandale, mais comme ma fille. Il m'a tendu la main. Athéna, voudrais-tu me rejoindre sur scène? Le trajet jusqu'à la scène a semblé durer 1 heure. 400 visages m'ont regardé traverser la salle de bal. 400 paires d'yeux ont suivi chacun de mes pas. J'ai entendu des chuchotements. La fille de Holloway. Qui est-elle? A-t-il dit 18 ans? J'ai monté les escaliers et j'ai pris la main de Marcus. Il m'a doucement tiré à ses côtés, face à la foule. Voici Athéna Anderson, a-t-il dit dans le microphone. Ou comme j'espère qu'elle me permettra de l'appeler un jour, Athéna Holloway, ma fille. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont pris de l'ampleur. Tout le monde n'a pas applaudi. Certains étaient trop stupéfaits, d'autres trop occupés à digérer l'information, mais assez l'ont fait pour que le son remplisse la pièce. Athéna a passé 18 ans dans un foyer qui ne voulait pas d'elle, a poursuivi Marcus. On lui a dit qu'elle était une erreur. On lui a refusé un soutien de base alors que son demi-frère recevait tout. Elle a payé sa propre inscription au SAT en travaillant dans un café parce que l'homme qui était censé être son tuteur a refusé de lui donner $200. J'ai vu la table de Richard. Son visage était cendré. Karen avait la main sur la bouche. Les autres invités à leur table s'éloignaient comme si la disgrâce de Richard pouvait être contagieuse. Malgré tout cela, a dit Marcus, Athéna a obtenu son diplôme avec une moyenne de 3,9. Elle a obtenu un score dans le 96e percentile ACSAT. Elle a obtenu une bourse partielle pour l'Université du Colorado à Boulder. Elle a fait tout cela seule, sans aide, sans soutien, sans que personne ne lui dise qu'elle avait de la valeur. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. J'ai manqué 18 ans de ta vie, Athéna. Je ne peux pas les récupérer, mais je peux te promettre ceci. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée, alors j'ai simplement hoché la tête et serré sa main. Les applaudissements étaient assourdissants. Marcus a fait un geste vers le côté de la scène où une femme en tailleur gris attendait.
Pour ceux qui pourraient douter de la validité de ce que j'ai partagé, permettez-moi de vous présenter Eleanor Vance, associée principale chez Vance & Associates. Maître Vance est la dépositaire de la documentation qui prouve la filiation d'Athéna. Eleanor s'est avancée, sa présence imposant un respect immédiat. Elle avait la fin de la quarantaine, des traits vifs et le maintien calme de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les tribunaux. « Bonsoir », a-t-elle dit dans le microphone. « J'ai en ma possession les documents suivants. Premièrement, une lettre notariée écrite par Linda Anderson Mersey le 15 août 2019, attestant de la paternité biologique de Marcus Holloway envers sa fille, Athéna. Deuxièmement, les résultats de tests ADN des laboratoires GenTrust datés du 8 novembre 2023, confirmant une probabilité de 99,97% de correspondance paternelle entre M. Holloway et Mlle Anderson. Elle a brandi un dossier, le même que Marcus avait montré à Richard une semaine auparavant. Ces documents ont été authentifiés et sont disponibles pour un examen juridique. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Athéna Anderson est la fille biologique de Marcus Holloway. La salle bourdonnait de réactions. J'ai vu un journaliste du Denver Business Journal griffonner furieusement dans un carnet. Les téléphones étaient sortis partout, enregistrant, textant, postant. La table de Richard était devenue une île de silence. Les autres invités avaient physiquement déplacé leurs chaises loin de lui. Personne ne voulait être associé à ce qui se déroulait. Une dernière chose, a ajouté Eleanor. Je suis également en possession de registres financiers indiquant que Richard Mersey, en tant que fiduciaire de l'héritage d'Athéna de sa défunte mère, a retiré 47 000 $ de son fonds en fiducie sur une période de 5 ans. Des poursuites judiciaires pour récupérer ces fonds commenceront lundi matin. Richard s'est levé brusquement, renversant son verre de champagne. Il n'a pas dit un mot. Il est juste sorti. Il n'est pas allé loin. Richard a fait environ 10 pas vers la sortie avant que quelqu'un ne crie « Vous fuyez, Mersey ». Il s'est arrêté, s'est retourné. Son visage était un masque de fureur à peine contenu. « C'est un coup monté », a-t-il crié, sa voix se brisant. Marcus essaie de me détruire depuis 20 ans. Il se sert de cette fille pour achever le travail. La foule s'est agitée, mal à l'aise. Quelques personnes ont regardé Marcus, puis moi, puis de nouveau Richard. Le test ADN est faux, a poursuivi Richard, se dirigeant de nouveau vers la scène. Les documents sont des faux. Tout cela est un mensonge conçu pour m'humilier. Marcus n'a pas sourcillé. Les laboratoires GenTrust sont l'un des établissements les plus respectés du pays. Leurs résultats ont été utilisés dans des milliers de procédures judiciaires. Suggérez-vous qu'ils font partie de ma conspiration ? Je suggère que vous les avez soudoyés. Et la lettre de Linda, votre propre femme, est-elle aussi un faux ? La bouche de Richard s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'avait pas de réponse. Vous avez traité ma fille de bâtarde devant 50 témoins, a dit Marcus, sa voix baissant pour devenir froide et dangereuse. Vous avez admis publiquement que vous saviez qu'elle n'était pas votre enfant biologique, et que vous lui en vouliez pour cela. Vous avez fait cela avant que je ne dise un seul mot. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Tout ce qui vous arrive ce soir, Richard, vous l'avez provoqué vous-même. Quelqu'un dans la foule a crié, et l'argent du fonds en fiducie ? Le visage de Richard est devenu pâle. Ça. C'est une affaire privée. 47 000 $? A crié une autre voix. De l'héritage d'un enfant ? C'est du vol. La foule se retournait. Je pouvais le sentir. Le jugement collectif changeant, la marée sociale s'éloignant de Richard et se dirigeant vers nous. Karen est apparue à ses côtés, lui tirant le bras. Richard, nous devons partir maintenant. Cette fois, il n'a pas discuté. Ils se sont enfuis par la porte de service, laissant leur table vide. Le lundi suivant le gala, Eleanor Vance a intenté une action en justice devant le tribunal du comté de Denver. Numéro de dossier 2024, CV 0892. Plaignante, Athéna Anderson. Défendeur, Richard Mersey. La plainte était simple, manquement aux devoirs fiduciaires, détournement de fonds en fiducie et défaut de gestion appropriée des actifs détenus pour un bénéficiaire mineur. Nous demandions le recouvrement intégral des 47 000 $ que Richard avait retirés, plus des intérêts à 8% par an, plus les honoraires d'avocat. Les preuves sont accablantes, m'a dit Eleanor lors de notre réunion cet après-midi-là. Son bureau se trouvait au 17e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, avec vue sur les montagnes à l'ouest.
Relevé bancaire, registre de retrait, autorisation signée, tout au nom de Richard. Et nous avons votre témoignage sur ce que vous avez réellement reçu. Rien. Que se passe-t-il maintenant? Richard a 30 jours pour répondre. Il peut régler à l'amiable ou il peut se battre. Mais se battre signifie la communication des pièces, et la communication des pièces signifie que nous aurons accès à tous ces dossiers financiers. Elle a souri légèrement. Je ne pense pas qu'il veuille cela. J'ai pensé au courriel que Marcus m'avait montré, celui où Richard demandait à son avocat comment me déshériter. Si ce courriel existait, quoi d'autre était caché dans ces dossiers? Il y a autre chose, a poursuivi Eleanor. La situation avec l'université a été résolue. J'ai parlé avec le bureau des admissions ce matin. Ils ont examiné les préoccupations soulevées par Richard et les ont jugées sans fondement. Votre inscription est confirmée. Un soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remerciez pas, remerciez-vous. Vous avez construit un dossier impeccable malgré tout ce qui jouait contre vous. Les accusations de Richard n'ont fait que le faire paraître mesquin et vindicatif. J'ai quitté le bureau d'Eleanor en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le processus judiciaire prendrait du temps, des mois probablement, mais l'issue n'était plus incertaine. Richard avait passé 18 ans à me faire sentir impuissante. C'était fini maintenant. L'avocat de Richard a appelé Eleanor le 10 avril, 3 semaines après le dépôt de la plainte. Ils veulent un règlement à l'amiable, m'a dit Eleanor au téléphone. Remboursement intégral des 47 000 $, plus 8 500 $ d'intérêts courus, plus nos frais de justice, 12 000 $. Ils acceptent également de transférer immédiatement le solde restant du fonds en fiducie de votre mère. J'ai fait le calcul mentalement. C'est plus de 200 000 $ au total. 200 500 $, pour être précis. Et ils ne contestent rien. Pas de communication de pièces, pas de déposition, pas de procès. Pourquoi? Parce que Richard ne peut pas se permettre l'examen minutieux. Le gala a été un désastre pour lui, professionnellement et personnellement. Ses partenaires chez Mercer Holloway prennent leur distance depuis. Une bataille juridique prolongée ne ferait qu'empirer les choses. L'accord a été signé le 15 avril, exactement un mois après mon 18e anniversaire. Je n'ai pas assisté à la signature. Je n'avais pas besoin de voir le visage de Richard pendant qu'il signait le chèque. Je n'avais pas besoin de ses excuses, que, selon Eleanor, il n'a de toute façon pas présenté. Ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page, et c'est ce que j'ai obtenu. L'argent a été déposé sur mon compte 3 jours plus tard. J'ai regardé le solde sur l'écran de mon téléphone pendant un long moment. 200 500 $. Il ne s'agissait pas vraiment de l'argent. Il s'agissait d'être vu, d'être reconnu, de m'entendre dire enfin que ce qui m'était arrivé était mal. Richard avait passé 18 ans à me traiter comme si j'étais sans valeur. Maintenant, il avait payé, littéralement, pour cette erreur. Marcus m'a emmené dîner le soir où l'argent du règlement est arrivé. Un restaurant italien tranquille dans le quartier de Lodo, le genre d'endroit avec des nappes blanches et des bougies vacillant dans des bouteilles de vin. Je veux payer pour tes études, a-t-il dit après que nous ayons commandé. Tout. Les frais de scolarité, le logement, les livres, tout. J'ai posé mon verre d'eau. J'apprécie, mais non. Il a semblé surpris. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé 18 ans à prouver que je n'ai besoin de personne. Je ne vais pas commencer à dépendre de quelqu'un maintenant. Même de toi. Athéna. Je suis ton père. Ce n'est pas de la dépendance. C'est la famille. Je sais. J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. Et je suis reconnaissante que tu sois dans ma vie, mais j'ai besoin de le faire moi-même. L'argent du fonds en fiducie, ma bourse, c'est assez. Plus qu'assez. Marcus est resté silencieux un moment. Je pouvais le voir se débattre avec ça. L'instinct de subvenir aux besoins luttant contre la reconnaissance que j'avais besoin d'autonomie. Ta mère t'a bien élevé, a-t-il finalement dit. Oui, elle l'a fait. D'accord. Il a serré ma main. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je suis là. Sans condition. Je sais. Nous avons fini de dîner en parlant d'autre chose. De ses affaires, de mes projets pour l'université, de l'appartement que je regardais près du campus. Une conversation normale entre un père et sa fille,
ou du moins ce que j'imaginais qu'une conversation normale entre un père et sa fille pouvait être. Je n'avais pas besoin de l'argent de Marcus pour prouver que j'avais de la valeur. Je l'avais déjà prouvé chaque jour pendant 18 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont vécu quelque chose de similaire. Être négligé, sous-estimé, se sentir comme si vous n'aviez pas d'importance pour les gens qui étaient censés vous aimer. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est la chose la plus importante. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la fin. Nous y sommes presque. Les retombées pour Richard ont été rapides et brutales. Cela a commencé le soir du gala, lorsque la Chambre de commerce a discrètement retiré sa nomination de promoteur de l'année. Aucune annonce, aucune explication, juste un bref courriel aux participants le lendemain matin indiquant qu'en raison de circonstances imprévues, le prix ne serait pas remis cette année. Mais ce n'était que le début. Le 10 avril, le même jour où l'avocat de Richard a appelé pour négocier le règlement, Sterling Investment Group s'est retiré d'un projet de développement conjoint qui était en préparation depuis 18 mois. L'affaire valait 12 millions de dollars. Selon le courriel que Richard a reçu, qui a mystérieusement trouvé son chemin jusqu'au Denver Business Journal, le PDG de Sterling a écrit « Nous ne pouvons pas associer notre marque à des individus dont la conduite personnelle soulève des questions sur leur jugement éthique. » L'article a été publié le 5 avril sous le titre « Un scandale familial jette une ombre sur un ancien dirigeant de Mercer Holloway ». Ancien. Car à ce moment-là, Richard était déjà parti. Le conseil d'administration de Mercer Holloway Property a tenu une réunion d'urgence le 1er mai. Je n'y étais pas, évidemment, mais Marcus avait des sources au sein de l'entreprise. Le vote a été unanime. Richard démissionnerait avec effet immédiat, avec une modeste indemnité de départ et un accord de non-divulgation strict. Le communiqué de presse officiel a cité des « raisons personnelles » et un « désir de passer plus de temps avec sa famille ». Personne n'y a cru. En l'espace de 2 mois, Richard Mercer avait perdu son prix, sa plus grosse affaire et sa carrière. La maison de Highlands Ranch a été mise en vente en juin. Karen a apparemment décidé que rester dans un quartier où tout le monde connaissait leurs affaires était insupportable. Je n'ai pas ressenti de joie face à la chute de Richard. Je n'ai pas ressenti de justification ni de triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus calme, quelque chose comme la paix. Pendant 18 ans, Richard avait eu du pouvoir sur moi. Il avait contrôlé où je vivais, ce que je mangeais, si je me sentais la bienvenue dans ma propre maison. Il m'avait fait me sentir petite, sans valeur et invisible. Maintenant, le monde pouvait voir qui il était vraiment. Et j'étais enfin libre. Karen et Tyler ont été des dommages collatéraux de l'implosion de Richard. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais je ne pouvais pas prétendre que je ne l'avais pas anticipé. Karen a disparu des réseaux sociaux dans la semaine qui a suivi le gala. Son Instagram, où elle avait publié des photos soigneusement sélectionnées de sa famille parfaite, est passé en mode privé, puis a complètement disparu. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait cessé de fréquenter son club de lecture, ses leçons de tennis, ses réunions de comité de charité. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Elle avait vu Richard me traiter comme une ordure pendant 6 ans et n'avait jamais dit un mot. Son silence la rendait complice. Tyler était différent. Il avait 14 ans, assez vieux pour comprendre ce qui s'était passé, assez jeune pour que je ne puisse pas le tenir entièrement responsable. Il avait grandi en croyant le récit que Richard lui avait servi, que j'étais l'intruse, le problème, la raison pour laquelle leur famille n'était pas parfaite. 3 mois après le gala, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Athéna, c'est Tyler. J'ai eu ton numéro sur le téléphone de maman. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis désolé. Je ne savais pas à quel point les choses étaient difficiles pour toi. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, lui dire que c'était bon, reconstruire une sorte de relation. Mais une autre partie, celle qui avait passé 18 ans à être invisible, avait besoin de plus de temps. J'ai répondu « Merci de m'avoir contacté. Je ne suis pas encore prête à parler, mais j'apprécie que tu aies dit ça. » Je comprends, a-t-il répondu. Quand tu seras prête, si jamais tu le es. J'ai enregistré son numéro, mais je ne l'ai pas ajouté à mes contacts. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En août, j'ai déménagé à Boulder. Mon appartement était petit,
un T2 dans un complexe près du campus avec vue sur les Flatiron depuis la fenêtre de la cuisine. Je l'ai meublé avec des trouvailles de seconde main dans des friperies et sur Facebook Marketplace, un canapé bleu, un bureau en bois, un sommier qui grinçait quand je me retournais la nuit. C'était parfait. L'argent du fonds en fiducie dormait sur un compte d'épargne, rapportant un modeste intérêt. Je l'ai utilisé pour les frais de scolarité et le loyer, en faisant attention à mon budget pour qu'il dure les 4 années. Ma bourse couvrait le reste. Je n'ai pas touché un centime de l'argent de Marcus. Je n'en avais pas besoin. Les cours ont commencé la dernière semaine d'août. Je me suis inscrite en administration des affaires avec une mineure en communication. Mes professeurs étaient exigeants, ma charge de cours lourde, mais je me suis épanoui comme jamais au lycée. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ne me jugeaient que sur ce que je leur montrais. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une petite agence immobilière du centre-ville. Pas l'entreprise de Marcus, rien de lié à Richard, juste une agence locale qui avait besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone et organiser les dossiers. Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable. Marcus venait me voir une fois par mois, toujours un dimanche. Nous prenions un brunch dans un café de Pearl Street, parlant des cours, du travail et du lent processus d'apprentissage mutuel. Il n'a jamais insisté. Il n'a jamais essayé d'acheter mon affection. Il s'est juste montré, de manière constante, comme un père devrait le faire. En octobre, je m'étais fait des amis. En novembre, j'ai commencé à sortir avec un gars de mon cours d'économie, Jake, un natif du Colorado avec un rire facile et aucune connaissance de mon passé compliqué. Je ne lui ai pas parlé de Richard, du gala ou du procès. Pas encore. Cette histoire appartenait à mon passé et j'étais en train de construire quelque chose de nouveau. Pour la première fois en 18 ans, je me réveillais chaque matin sans crainte. Je me réveillais avec espoir. 6 mois après le gala, Richard m'a envoyé un courriel. J'ai failli le supprimer sans le lire. Son nom dans ma boîte de réception ressemblait à une violation, un rappel de tout ce que j'avais travaillé à laisser derrière moi. Mais la curiosité l'a emporté. Athéna, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, et je réalise que je te dois une explication, peut-être même des excuses. J'aimerais parler, si tu es d'accord. Richard. Pas de « cher ». Pas de « sincèrement ». Aucune reconnaissance du préjudice spécifique qu'il avait causé. Juste un vague geste de réconciliation, comme si 18 ans de cruauté pouvaient être effacés par un seul courriel. Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai appelé Eleanor Vance. Je veux lui envoyer un message par l'intermédiaire de votre cabinet, ai-je dit. Quelque chose d'officiel, quelque chose de final. Elle a compris immédiatement. La lettre a été envoyée 3 jours plus tard, sur du papier à en-tête de Vance & Associates. Monsieur Mercé, Mademoiselle Anderson a bien reçu votre communication datée du 22 septembre. Elle m'a demandé de vous transmettre la réponse suivante. Vous avez eu 18 ans pour me traiter avec une décence humaine de base. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous connaissiez la vérité sur ma filiation et l'avez utilisée comme justification pour la négligence et la violence psychologique. Vous avez volé mon héritage. Vous avez tenté de saboter mon éducation et mon avenir. Je ne suis pas intéressé par vos explications ou vos excuses. Je ne souhaite avoir aucun autre contact avec vous. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. Veuillez ne pas tenter de me joindre à nouveau. Athéna Anderson. Richard n'a jamais répondu. Je ne sais pas s'il était en colère, blessé ou soulagé. Je m'en fichais. Certaines personnes méritent une seconde chance. Richard n'en faisait pas partie. Le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans votre vie pour vous faire du mal à nouveau. Parfois, le pardon signifie simplement laisser aller et s'éloigner. Construire une relation avec Marcus, c'était comme apprendre une nouvelle langue. Nous avions les bases, un ADN commun, des traits communs, un désir partagé de nous connecter, mais la fluidité prendrait des années. Nos brunchs mensuels sont devenus un rituel. Il descendait de Denver le dimanche matin, arrivant toujours à 10 heures précises. Nous commandions les mêmes choses, un toast à l'avocat pour moi, des œufs bénédicts pour lui, et parlions de tout et de rien. Certains jours étaient faciles. Nous discutions de sa dernière affaire ou de mes prochains examens, riant de mauvaises blagues et découvrant des intérêts communs. Il aimait le jazz, moi aussi.
Il détestait la coriandre, moi aussi. De petites choses, mais elles s'additionnaient. D'autres jours étaient plus difficiles. Il y avait des silences qui s'étiraient trop longtemps. Des questions qui n'avaient pas de bonne réponse. Comment résumer 18 ans d'absence? Comment faire le deuil d'une relation qui n'a jamais existé? Je n'essaie pas de remplacer le temps que nous avons perdu, m'a dit Marcus une fois, en remuant son café. Je sais que c'est impossible. Je veux juste être là pour tout ce qui viendra ensuite. C'est assez, ai-je dit. Et je le pensais. Pour mon 19e anniversaire, Marcus est venu à Boulder avec un petit gâteau et une carte. Pas de cadeaux extravagants, pas de grands gestes, juste nous deux dans mon petit appartement, mangeant du gâteau au chocolat et regardant le coucher de soleil peindre les flatirons de rose et d'or. Joyeux anniversaire, Athéna, a-t-il dit. Merci, papa. C'était la première fois que je l'appelais ainsi. Ses yeux ont brillé, mais il n'en a pas fait toute une histoire. Moi non plus. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. En y repensant, je me demande parfois ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé cette lettre. Si je n'avais jamais contacté Marcus. Si j'avais simplement accepté les $50 de Richard et disparu dans le monde, une autre enfant oubliée d'un foyer brisé. Mais j'ai trouvé la lettre. J'ai pris contact, et tout a changé. Voici ce que j'ai appris de 18 ans d'invisibilité. Premièrement, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Richard me voyait comme une erreur, un fardeau, un rappel de la trahison de sa femme, mais sa perception n'a jamais été ma réalité. J'ai toujours été plus que ce qu'il voyait. Deuxièmement, les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Écarter Richard de ma vie n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. Je ne dois à personne l'accès à ma paix. Troisièmement, la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui se présentent pour vous, qui vous choisissent, qui vous aiment sans condition. Marcus et moi partageons un ADN, mais ce qui fait de lui mon père, c'est l'effort qu'il fait chaque jour. Je suis en 2e année maintenant, j'étudie le commerce et je rêve de créer ma propre entreprise immobilière un jour. Non pas pour rivaliser avec Richard ou Marcus, juste pour me prouver que je peux construire quelque chose à partir de rien, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti négligé, sous-estimé ou invisible, je vous vois. Votre histoire n'est pas terminée. Les gens qui vous ont rejeté n'ont pas le droit d'écrire votre fin. C'est vous qui le faites. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon histoire. Maintenant, je veux vous demander, si vous étiez à ma place, auriez-vous répondu au courriel de Richard? Commentez, oui, si vous lui auriez donné une chance, ou, non, si vous êtes d'accord avec ma décision. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Je vous retrouverai dans la prochaine. Prenez soin de vous.